Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Le 22 février 2016, il est 11 heures, le morning meeting de 11 heures. Donc Vincent Gann pour vous retrouver. On va parler des indices boursiers, les marchés actions qui sont toujours dans cette phase de reprise, qui testent des seuils importants, qui semblent vouloir les franchir. Et en l'état, si ça passe, eh bien le rebond technique se transformera et prendra le statut d'une tendance haussière de court terme, toujours portée par les banques centrales, bien sûr, et la perspective de voir le prix du pétrole se stabiliser. Alors, on va parler des indices, ces 10 premières minutes. L'agenda macroéconomique, prenez-en connaissance. Les publications sont nombreuses cette semaine, notamment aux États-Unis. C'est pourquoi je pense que cette semaine, c'est le dollar américain qui impactera les principales paires de devises. L'euro-dollar se replie, j'en reparlerai, hein, j'en ai parlé ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar, mettant entre parenthèses euh, les indices 80, indices 60, trop risqué, 3 jours dessus, des petits rebonds, 50 pips de rebond, ça retombe. Je pense que ce marché va continuer de glisser, d'autant plus que dans 2 semaines, on a la Banque Centrale Européenne et que le dollar américain ne lâche rien parce que les publications macroéconomiques sont bonnes aux États-Unis. Elles l'ont été vendredi dernier, avec l'indice des prix à la consommation plus élevé qu'attendu, notamment hors alimentation et énergie, ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, plus de 2. On est toujours dans un rythme de hausse ces derniers mois. Les marchés actions. On va parler d'abord de Wall Street, une fois n'est pas coutume. Généralement, j'en parle dans le Wall Street Insider. Et bien là, j'en parle à nouveau parce que le SP500C, l'indice de référence de la finance mondiale, alors je vous rappelle que ce marché n'a jamais cédé, même au plus fort de la version au risque au début du mois de février. Jamais l'indice S&P 500, tout comme le Dow ou encore les indices Nasdaq, n'ont brisé les niveaux de support majeurs. Alors, ils le feront peut-être cette année, mais pour le moment, ils ne l'ont pas fait. L'indice S&P 500 et ses fameux 1810 points, et forcément, tout chartiste qui se respecte, eh bien, voit venir, et c'est pas fait, le scénario du double bottom. Alors, le double bottom, là, n'existe pas, il s'agit d'un double creux, un double test réussi des 1810 points, et en réalité, aujourd'hui, donc, on va aller en données journalières, le SP500 attaque la ligne de coup de la structure. Alors c'est la ligne d'activation, forcément si ça passe, hein, si ce soir on a une belle clôture sur le SP500, je sais pas, 1960, 1970 points, ce marché reviendra au moins à 2000 points, mais probablement plus en avant. Pourquoi pas revoir derrière les 2100, en tout cas à proximité des sommets historiques. Donc je pense que tout va se jouer sur la façon dont les investisseurs vont se projeter aux États-Unis, ce qui a amené l'indice S&P 500 à réagir favorablement le 11 février sur les 1810 points. C'était l'audition de Madame Yellen devant le Congrès des États-Unis. En fait, tout est parti de là, puisque cette audition a montré que la Réserve fédérale des États-Unis, elle n'était pas enfermée stricto sensus dans un scénario de resserrement monétaire hyper agressif. Elle a montré, cette audition de Madame Yellen devant le Congrès des États-Unis, que la Fed n'avait pas des œillères et qu'au fond, elle était prête à tenir compte du contexte mondial et finalement, elle n'était pas pressée d'agir. En l'état, elle peut très bien ne rien faire cette année et se reporter sur 2017, quand bien même les publications macroéconomiques sont solides aux États-Unis. Encore vendredi dernier, l'indice des prix à la consommation plus élevé qu'attendu, 2,2% en janvier sur un rythme de croisière positif. Alors on n'est pas sorti d'affaire. Ces fameuses frontières techniques qui séparent le rebond technique d'une tendance haussière de court terme, le marché les teste. L'indice S&P 500, ça se fera aujourd'hui. C'est aujourd'hui de toute façon que nous avons la réponse à la clôture. Vous voyez hein, ce chandelier journalier qui se dessine là sur le SP500. Soit c'est un grand corps positif à l'image du 29 janvier, soit le marché rejette. En tout cas, c'est toute la tendance de la semaine qui derrière se dessinera. Donc en l'état, si j'avais aujourd'hui une clôture des 1 à suivre, c'est celle du S&P 500 ce soir vis-à-vis d'un niveau précis, 1946 points, donc le niveau horizontal, le sommet qui sépare les deux tests réussis du support majeur à 1810 points. Alors, voici donc aujourd'hui ce qu'il faut suivre à Wall Street et en Europe, donc l'Eurostoxx 50, et bien qui lui, pareil, hein, cherche à quitter par le haut le canal de baisse en place depuis le 3 décembre. Ce même canal qui existe depuis le 3 décembre et à forte déception vis-à-vis de la BCE. Sauf qu'à l'époque,
Ce qui avait déçu les investisseurs, c'était le fait que la Banque Centrale Européenne n'engage pas un quantitative easing numéro 2, donc elle prend le numéro 1 et elle en renforce le volume monétaire mensuel. Elle ne l'a pas fait à l'époque, sauf que cette fois-ci, elle pourrait le faire le 10 mars prochain. Donc on rentre dans la sphère d'influence temporelle de ce que la Banque Centrale Européenne serait amenée à faire en mars prochain. Vous ajoutez à cela une réserve fédérale des États-Unis avec des anticipations sur le cycle des taux de la Fed qui ont honnêtement brutalement été revus en baisse. On est dans un scénario qui est presque opposé à celui qui était celui des investisseurs en décembre dernier. Et puis bien sûr vous avez toujours ces discussions. Alors déjà il y a une chose qui est acquise, c'est le gel de la production de pétrole. Maintenant bon voilà, le marché se projette aussi sur la réunion de l'OPEP en mars prochain. Donc l'Eurostoxx 50 tente d'avancer, là on a une dynamique positive à court terme. En l'état c'est certain que si l'Eurostoxx 50 clôturait comme il se situe maintenant, c'est un signal de poursuite de la reprise qui pourrait bien ramener ce marché en direction des 3050 points. Donc finalement quitter le canal de baisse en place depuis le 3 décembre signifie qu'on va retracer plus en avant donc cette phase de baisse qui quand même depuis les sommets du 3 décembre au plus bas de la baisse on n'était pas loin de 25% de correction. Donc voilà, ce soir les clôtures D1 permettront de savoir ce que le marché fera, enfin en tout cas permettront de connaître le message de l'analyse technique pour ses principaux indices boursiers tout au long de la semaine. Voilà donc pour les graphiques D1. Bon, en M15 sur le DAX, c'est aussi assez limpide, toujours cette phase de reprise, le marché progresse. On est sorti par le haut, c'est assez bien construit la séquence de reprise, on fait des impulsions des dérives latérales, En 15 minutes, on a eu un signal positif sur le DAX bien dès ce matin, dès l'ouverture de la session européenne, entre 8h et 8h30. À la faveur donc de cette avancée, le marché est sorti par le haut d'une espèce de formation élargie, de biseau de continuation, enfin voilà, une formation en porte-voix légèrement descendante de continuation. La cible c'était de rejoindre les sommets à 9542, ils sont brisés, donc en 15 minutes là on dépasse les sommets du 18 février dernier, donc c'est un signal positif. Bon, qu'est-ce qu'on peut viser maintenant sur le DAX? Il y a un niveau important ici, il y a 9615, c'est cette zone horizontale, c'était le point haut du 4 février. Probablement un niveau de prix que le marché peut rejoindre, avec désormais donc un seuil d'invalidation. Je vais aller zoomer sur ce récent sommet ici. Alors ça c'est le niveau que le marché vient de dépasser en 15 minutes. Donc je vais juste aller le chercher. Voilà. Ça, c'est le niveau important que vient de briser à la hausse le DAX. C'est exactement au point près le plus haut du 18 février. Le marché le dépasse, c'est désormais un nouveau support, 9554. En 15 minutes, vous avez aussi la possibilité sur ce marché de tracer des lignes de tendance. Alors il faut juste en prendre une qu'on puisse tracer en main libre. Voilà, donc vous avez des lignes de tendance comme ça qui soutiennent l'avancée du marché. Bon, en l'état, voilà, le marché est bien orienté, le momentum est positif. Et potentiellement, donc, on pourrait quitter par le haut ces canaux de baisse en place depuis le 3 décembre dernier. Donc voilà, on a eu jeudi dernier, au premier test du canal, un petit repli. Et en fait, on a pris appui sur ce support horizontal ici, alors que je vais vous montrer en H4 sur l'Eurostoxx 50 qui est très propre. C'était les plus bas du 20 janvier que le marché a reconquis, attaque la partie haute du canal et là tente de sortir par le haut donc de cette construction. En fait, de ce élément chartiste qui guide la tendance depuis le 3 décembre dernier. Bon bah voilà, après si ça passe, l'idée c'est que ce marché peut parfaitement remonter à 3000 et 3050. 3050 c'est une zone de prix importante, en tout cas que je pense que l'on pourrait viser sur ce marché s'il confirme son avancée. Après honnêtement, si le SP500 rentre dans un scénario de double bottom, on va pas s'arrêter là, la reprise va se poursuivre. Donc je vais finalement moi fixer mon anticipation pour la semaine selon la clôture que nous offrira ce soir le SP500. Parce qu'en l'état, on remonte depuis les 1810 points, on a fait deux petites séances de conso, ça tente de passer, c'est maintenant ou jamais. On ne peut pas aujourd'hui tolérer une séance d'hésitation ou une clôture à 1946 points. C'est aujourd'hui que les investisseurs états-uniens vont décider ou pas de porter plus en avant l'avancée du marché. Et l'analyse technique donnera le signal selon la ligne de coût du SP500. C'est le SP500 que tout le monde regarde, c'est pas le Dow Jones. C'est le SP500.
Et donc ces 1946 points sont décisifs et permettront de se projeter sur l'ensemble de la semaine. Donc voilà pour le M15, le DAX. On a eu le signal ce matin à la résolution haussière de cette structure en porte-voix. On empile les bougies positives. Le marché en M15 fait un avalement tout à l'heure à 10 heures, puis dans la foulée dépasse ses sommets du 18 février. Bon, bah, techniquement parlant, rien n'est négatif sur le DAX là, hein, rien n'est négatif. Étant donné qu'on a dépassé les précédents sommets, c'est un signal positif. Désormais, ce marché reste bien orienté tant qu'il se maintient sous le plus bas du chandelier de cassure, à savoir les 1541. C'est-à-dire le nouveau stop agressif pour l'intraday, les 9541, le plus bas du chandelier de cassure, pour la poursuite donc de l'avancée du marché. Voilà donc ce que je pouvais vous dire moi sur ces indices boursiers, sur le marché des changes. J'en reparle largement. J'ai donc mis un terme ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar à la zone d'intérêt des indices 80 qui ne m'intéresse plus. C'est ce que j'ai annoncé ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar. Elle m'a intéressé mercredi, elle m'a intéressé jeudi et encore même vendredi. Elle n'a pas donné grand chose, elle a donné 50 pips. Alors pourquoi je ne m'y intéresse plus? Parce que cette semaine, c'est le dollar américain, le facteur technique dominant. J'ai ouvert le Good Morning Euro-Dollar sur ce graphique weekly. Le dollar US, même s'il a connu une première quinzaine du mois de février corrective, il n'a jamais cédé et en tout cas il n'a pas abandonné son canal haussier en place depuis mai 2015. Alors il y a une chose qui est assez déroutante actuellement sur le dollar américain, c'est qu'on a d'un côté les nouvelles anticipations des investisseurs, alors celles qui sont basées sur le taux d'intérêt des Fed Funds, en tout cas sur le prix des contrats futurs négociés sur le taux d'intérêt des Fed Funds, donc cet argent que chaque semaine la Réserve fédérale octroie aux banques commerciales, qui se sont agressivement réajustés. En l'état, si l'on en croit donc ces contrats futurs, pas de hausse de taux cette année. Pourtant, la Fed n'a pas dit ça, même si elle tient compte du contexte mondial, elle n'a pas dit qu'elle n'envisageait plus d'agir en 2016. Et d'autre part, les récentes publications macroéconomiques aux États-Unis sont très solides, notamment l'indice des prix à la consommation qui a été publié vendredi dernier. Alors c'est pourquoi cette semaine, ça va être une semaine standard, mais au fond, ça permettra d'y voir clair. Tout sera basé sur les publications macroéconomiques américaines de la semaine. Mardi, l'indice de confiance des consommateurs, l'indice des prix Case-Shiller, l'indice de la Fed de Richmond, les ventes de logements neufs mercredi, les commandes de biens durables jeudi, le PIB vendredi au quatrième trimestre en seconde estimation, les dépenses de consommation des ménages, l'indice des prix PCE, celui que suit la Réserve fédérale, l'indice de confiance de l'Université du Michigan. Tout se joue sur l'US Dollar Index. Et sur le plan technique, il reste bien orienté, réagit sur un bas de canal et semble en mesure, encore une fois, sur le plan technique, de remonter en direction des 12 200 points, ici sur l'US Dollar Index de FXECM. Cette avancée de l'US Dollar Index se traduit donc par un repli des taux de change des paires en dollars qui ont en contrepartie le dollar US, notamment, mais pas seulement, le GBP USD. En 2016, j'ai deux stratégies de moyen terme. La vente de la livre sterling, bon ça vous le savez, on en parle chaque semaine, de l'euro GBP, du GBP USD, du GBP yen, et le renforcement du yen. Parmi toutes les paires majeures en dollars, celle qui souffre le plus à court terme du renforcement du dollar US, c'est bien sûr le câble. Et là, l'analyse technique, elle est sans ambiguïté et surtout, elle est sans piège. Et c'est ça qui est intéressant sur le GBP USD. Lorsque je dis qu'elle est sans piège, c'est lorsque les niveaux horizontaux agissent au pip près, sans volatilité qui menace les stratégies basées sur ces niveaux horizontaux. Alors, le premier niveau horizontal qui était propre sur le GBP USD, c'était les plus bas de 2015. Alors les plus bas d'avril dernier. Les plus bas d'avril dernier, qui ont été testés par le marché, donc ça c'était en février dernier. Enfin, c'était là en février dernier, on y est, donc c'est au début du mois. Le marché a ensuite construit une phase en triangle sur le GBP USD. Il a brisé un 44, c'était le 16. Il a fait un double pullback le 18 et le 21. Donc ça, c'était propre. Donc, il a fait un double pullback, ça c'était propre.
excusez-moi, légère coupure de son. Au passage, actuellement, donc l'Eurex, qui est donc la place de cotation qui gère notamment les prix sur le futur DAX, rencontre des difficultés techniques. C'est cette place de cotation Eurex qui nous fournit les prix, et forcément, actuellement, elle rencontre des difficultés techniques. C'est donc pourquoi il y a des problèmes. Pourquoi vous n'avez plus là de prix sur le CFD GR30? Donc c'est du fait de l'Eurex, bien sûr ça ne vient pas d'FXM. Et donc voilà, dès que l'Eurex, dès que la place de cotation sera à nouveau en mesure de fournir des prix, la cotation du CFD GR30 reprendra comme d'habitude. Donc voilà, nous sommes dans l'attente que la bourse qui gère donc les futurs sur le DAX soit à nouveau en mesure de refournir des prix. Donc ce problème technique est du fait de la place de cotation Eurex pour voilà. Bref, parenthèse refermée. Le GBP USD donc propre, double rejet sous 1,44. Ce matin le marché brise un nouveau support. D'ailleurs dans le Good Morning Euro Dollar je vous ai proposé une cible qui vient d'être atteinte à 1,4150. Nouvelle résistance qui se trouve sur le GBP USD à 1,4275, 1,4270. En dessous, on va même l'ajuster agressivement, aller à 1,4250. Sous 1,4250, le scénario principal c'est toujours de baisser et au fond d'aller chercher les fameux 1,40 $. Le GBP USD peut-il aller chercher 1,40 cette semaine? Rien ne s'y oppose. Techniquement, rien ne s'y oppose. Fondamentalement, les publications macroéconomiques US récentes, celles qui sont connues, sont solides. Donc là, c'est elles qui agissent. Aujourd'hui, il n'y a pas de publication macroéconomique américaine importante. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le dollar US réagit à celle de vendredi, et notamment l'indice des prix à la consommation plus élevé qu'attendu. Et tout au long de la semaine, si ces publications Macron sont solides, forcément, la première victime, si vous permettez cette expression, sera le câble. Parce que le GBP, lui, a une bonne probabilité de rester sous pression jusqu'à l'organisation du référendum le 23 juin prochain. Alors bien sûr, tout le monde y va de ses sondages, ses scénarios, les banques s'expriment, forcément elles s'expriment, elles sont concernées. Alors certaines banques vous diront 40% de probabilité de voir le Royaume-Uni quitter l'Union Européenne, d'autres 30, une autre 55. Moi ça me rappelle beaucoup ce qui s'était passé lorsqu'il y avait eu l'organisation du référendum sur l'Écosse, ou même la veille, les sondages donnaient le oui gagnant. Bon finalement, le oui a été écrasé, le non l'a largement emporté, donc oui le oui a été écrasé. Mais tout ça pour dire que le simple fait qu'il y ait des sondages, des scénarios, des points de vue, ça entretient la spéculation, donc la volatilité, donc la pression sur la livre sterling. Finalement, pour nous, c'est tout ce qui compte. Cette fenêtre de spéculation maintient le GBP sous pression et donc entretient les stratégies de trading sur le GBP. Je rappelle quelles sont ces trois stratégies de trading. La vente du GBP USD, et qui se confirme ce matin. Sur les paires en euros, alors l'euro est sous pression et va l'être de plus en plus jusqu'à la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne le 10 mars prochain. Mais malgré tout, l'euro GBP garde le cap. Vous avez donc toujours cette belle tendance haussière sur l'euro GBP. Alors, le marché ne fait pas de nouveau sommet depuis le 11 février, ça c'est certain, mais il ne casse pas de support pour autant, est dans un range, avec un niveau de prix qui agit toujours favorablement, le niveau des 0,77 GBP. Et enfin le GBP Yen, mais à court terme, la stratégie de trading est clôturée, puisque cette stratégie vous a été proposée sous 166, pour viser 160, et le marché a fait 159,98. Donc, en l'état, il faut prendre ses bénéfices. Pour aller plus bas, il faut briser le récent plus bas. Et à ce moment-là, on peut la reprendre sur cassure ou après sur pullback. Alors, les pullbacks interviennent régulièrement. Je peux vous remontrer à nouveau le GBP USD pour ceux qui en doutent. Voilà. On a fait la cassure. Eh bien, il a fallu attendre. Cassure le 16, le pullback le 18 et un nouveau pullback le 21. Donc, comme quoi, les mouvements de retour, eh bien, ça arrive, et même très souvent. Il faut juste patienter. Et lorsqu'ils sont là, on peut intervenir. Pourquoi? Parce que le mouvement de retour offre un niveau de prix qui permet tout simplement de gérer son risque précisément. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est éloigné significativement d'un niveau horizontal. L'euro-dollar, donc, le risque, c'est bien sûr cette fois-ci de basculer sous la zone des indices 60, indices 80. Je n'y crois plus, je l'ai annoncé ce matin, elle ne m'intéresse plus cette zone parce qu'elle n'a rien donné, pas suffisamment. On peut retirer ici des Fimoku. Cette semaine, c'est pas l'euro qui drive, c'est le dollar américain. Le dollar US, toujours soutenu à court terme par l'indice des prix à la consommation plus élevé qu'attendu.
Alors cette zone de prix va-t-elle tenir ou pas? On aura la réponse ce soir, mais en tout cas, on a eu vendredi un chandelier qui était pourtant porteur d'espoir sur le plan technique. Premier chandelier qui a vu la clôture se faire au-dessus du niveau d'ouverture, d'où sa couleur ici bleue, parfois sévère, peu importe. Première fois qu'un chandelier journalier a vu le cours de clôture supérieur au cours d'ouverture depuis le 12 février, et là ça transforme pas. Alors je sais pas, on va peut-être faire une mèche basse, ça n'est pas la réponse. Mais honnêtement, finalement, si l'on s'en fie à des choses simples et au canal qui guide la dynamique de ce marché depuis le 3 décembre, alors ce canal est pertinent parce que vous prenez ici la ligne de tendance haussière qui est tracée précisément en utilisant ajouter une ligne et en collant au plus bas. Avec contrôle, vous prenez la parallèle, ce qui vous permettait de comprendre pourquoi le marché a calé à 1,1376. C'était pas un niveau horizontal, c'était la ligne de canal. La ligne de canal, c'est la parallèle de cette ligne de tendance haussière. Donc on retrace fortement l'avancée de l'euro-dollar de la première quinzaine de début février, qui correspondait à une baisse du dollar américain. Alors la zone des indices 80, clairement, elle a agi simplement 2 jours de stabilisation. On est en train de basculer en dessous. Je peux retirer donc tous ces éléments. Et la prochaine zone, c'est quoi? On avait cette enseigne oblique, le marché est peut-être retombé dessus. Maintenant, la prochaine zone vraiment de confluence, c'est quoi? C'est 1,0970, 1,10, 1,1030. En tout cas, zone vers laquelle le marché se replie. Bien sûr, ça soutient aussi les indices boursiers de la zone euro. En tout cas, c'est le dollar US qui se renforce. Donc en première partie de cette session européenne. Alors le taux de change USD-Yen remonte là du fait du dollar US et d'une légère pression sur le Yen. Le GBP Yen est revenu sur ses plus bas. Le taux de change USD-Yen depuis la semaine dernière, il s'est replié de 114,80 à 112,39. 112,39 c'était la base du rebond du 11 février. Là le marché remonte. Faut-il utiliser les 113,37 pour vendre? Première résistance, eh bien mon opinion elle est négative. Pas ce matin, pas aujourd'hui. Pas alors que les marchés actions pourraient, notamment Wall Street, activer des figures de creux importantes. Alors c'est pas le cas, mais je surveille énormément l'indice S&P 500. Et surtout parce que là, l'USD se renforce. Et qui peut se renforcer tout au long de la journée, alors qu'on n'attend pas de publication macro, donc on est toujours sous l'influence de celle de vendredi. Alors les 113,37 peuvent agir, c'est une résistance, forcément on peut avoir envie de l'utiliser, cette résistance. Mais je me méfierais sur le court terme. Ce qui ne change pas l'anticipation de moyen long terme. Je me remets sur du weekly chart sur l'USD Yen. Sur le moyen long terme, il n'y a pas de sujet. 110, 106, ok. Et voilà, depuis la cassure des 116, je ne sais pas combien de temps le marché va faire un range entre 112 et 115. Il va peut-être rester longtemps entre 112 et 115, en faisant une phase de transition latérale longue. Ce qui est certain, c'est que le marché réagit à court terme sur 112,30 et que la première résistance à 113,37 me paraît pas suffisamment solide pour reprendre une stratégie de vente. On est dans une situation technique qui est très différente de celle du 16 février qui voyait une divergence baissière cachée. Là, il n'y a plus rien de la sorte. Donc les 113,37 ne sont probablement pas une bonne résistance. Le marché remonte. On pourrait même briser les 113,37 et revenir tester 114,87. Alors j'irai pas jusqu'à envisager une stratégie d'achat en cassure des 113,37. Je n'irai pas jusque-là. Mais simplement, voilà, j'ai une opinion neutre à court terme sur ce marché. Mais je n'utiliserai pas les 113,37 pour une stratégie de vente. Alors l'USD CAD, c'est probablement là où c'est le plus complexe à court terme. Enfin, à court terme non, puisqu'on a une figure chartiste qui se dessine. Mais c'est justement cette compression qui préfigure, je pense, lors des prochaines semaines, d'une explosion de la vol. Soit cela viendra d'un renforcement significatif du dollar canadien si le prix du pétrole parvient enfin à dépasser ses plus bas de l'année 2008, ce qui n'est pas encore le cas. Les fameux 36 $ sur Lucas Oil, c'est décisif, pour l'instant ça ne passe pas. Soit cela peut venir du dollar américain qui, après un trou d'air de 15 jours, la première quinzaine du mois de février, semble vouloir repartir en avant. Mais là aussi, c'est une avancée à court terme. Je garde quand même en tête, début février, que le dollar US qui avait tenté de dépasser ses sommets 2015, finalement, ne l'a pas fait, les a même réintégrés. On est vraiment dans une période qui est complexe,
qui ne permet pas de se projeter sur le moyen terme. Le court terme, oui. Le moyen terme, non, parce qu'actuellement, aux États-Unis, on a à la fois les nouvelles anticipations des investisseurs sur le cycle des taux de la Fed qui ont radicalement changé. Ils n'anticipent plus de hausse de taux. Mais en face de ça, on a des publications macro qui sont pas mauvaises. Alors, et donc la Fed, elle est data dependent, ok, mais elle est aussi, elle regarde le contexte mondial, mais elle regarde les stats US. Avant c'était limpide. Elle regardait les stats US. Donc en décembre, qu'est-ce qu'elle nous a dit? L'inflation a atteint mes objectifs, le chômage est très bas, bon, bah, on monte les taux. Elle regarde toujours les chiffres macro US, mais maintenant elle regarde beaucoup plus que par le passé le contexte mondial. Et au final, ces deux éléments se neutralisent parce que les stats US restent corrects, le contexte on le connaît, et voilà pour le moyen terme, qu'est-ce que c'est compliqué pour le dollar US. Sur le plan technique, ça le serait moins si on sortait en fin de ce canal. Bon, là il provoque une reprise, donc à court terme, le dollar US est haussier, mais à moyen terme, je considère qu'il ne l'est plus depuis qu'il a réintégré ses plus hauts de 2015. Une espèce de compression dont on finira par sortir, j'espère avant le 16 mars, prochaine réunion de la Fed. Alors, les devises des matières premières avancent ce matin. Elles résistent à l'avancée du dollar US qui se fait essentiellement face aux devises européennes. Le dollar australien teste un seuil important à 0,72. Alors, à la base, moi, lorsque je couvrais le dollar australien, je ne parlais que des 0,70. Là, je vais parler des 0,72. Pour l'instant, ça passe pas. C'est décisif ce seuil. Je ne sais pas ce que le marché va faire. En tout cas, s'il le passe, c'est pour prendre 180 pips de plus. Parce qu'à la base, nous avons sous nos pieds sur la UD-USD une belle divergence haussière weekly qui est en train d'agir. On attaque. Il y avait eu aussi donc un avalement haussier. Il y avait une épaule tête-épaule inversée en données journalières. La ligne de coup à 0,70 qui a été achetée, puis rachetée, puis rachetée. Maintenant, 0,72 c'est important parce que c'est cette oblique. Et si ça passe, on remonte à 0,7385. J'ai envie de dire autant attendre la cassure et prendre le pullback, car les pullbacks ont très souvent lieu, c'est probablement ce qu'il y a de mieux à faire. Pour l'instant, ça ne passe pas. On teste les 0,72. Bon, ce que fait la UD-USD, j'ai envie de dire, c'est très similaire à ce que fait le SP500. Voilà, le SP500, on aura la réponse ce soir. Le chandelier D1 du SP500 nous dira ce soir où nous allons jusqu'à la BCE. Si ça passe, si on a un vrai double bottom, bah, ce sera haussier jusqu'à la BCE. Par contre, gros rejet, mèche haute, et on reste en dessous. Wall Street reste en range et peut parfaitement retomber en direction des supports majeurs, qui eux n'ont jamais cédé. Voilà le topo. Ça vaut le coup, je pense, pour sécuriser, ou en tout cas renforcer la probabilité de succès de ces stratégies de trading swing, d'attendre la clôture du SP500. Pas obligé d'attendre la clôture du SP500 si on fait du DAX en intraday. Je vous remonte cette analyse des chandeliers M15 du DAX. Il n'y a rien de baissier ce matin. Ça a commencé avec la cassure haussière de 8 heures. Et puis le marché a dépassé les sommets du 18 février. Donc désormais, si vous avez eu des stratégies positives sur le GR30, bien sûr dans l'attente de la reprise de Rex, Rex qui fournit des prix, qu'on puisse nous vous proposer un prix sur le CFD GR30 qui dépend directement du futur, mais le futur ça dépend de l'Eurex. Pour l'instant la place de cotation rencontre des soucis. C'est très similaire à lorsque Euronext rencontre des soucis, n'est pas en mesure de fournir des prix pour le CAC. Bon bah derrière on n'est pas en mesure de fournir des prix pour le CFD FRA 40. On se base sur un vrai sous-jacent, on n'invente pas des prix. Donc pour le CFD GR30, le chandelier M15 de cassure, les 1541, c'est le nouveau stop. Alors pour les matières premières, vous venez d'avoir un point hyper complet, donc je pense que c'est à peu près limpide dans votre esprit. Si ce n'est pas le cas, je peux répondre à vos questions si vous en avez. Alors, bonjour. Alors, bonjour Phil. Oui, bah, je suis d'accord avec toi, Philippe. En effet, la décision sur le SP500, de toute façon, je pense que les investisseurs maintenant dans le monde ne regardent que ça, parce que tout le monde les a vus, ces figures. Tout le monde a vu potentiellement l'énorme double bottom, mais sauf que là, il n'existe pas en fait. C'est un double test réussi du support majeur. Moi, je vais attendre la clôture de ce soir.
Je sais pas du tout comment elle va être la clôture ce soir du SP500. Je sais pas. On est toujours aussi en phase de publication des résultats aux États-Unis. Voilà, on va voir un peu quelle va être la motivation des investisseurs américains, des fonds aux États-Unis, des hedge funds, des fonds de pension, etc. Enfin, des institutionnels américains de porter plus en avant le rebond ou pas. USD CAD. Ah oui, alors l'USD CAD. Du coup, je suis pas allé au bout de mon raisonnement. Donc, le weekly chart. Alors, souvenez-vous, on vous a proposé un certain nombre de stratégies de vente. C'était mi-janvier lorsqu'elle avait eu l'énorme avalement baissier. Ce qui nous ramène au contact de cette ligne de tendance. Maintenant, on voit que ça se stabilise. On forme une espèce de range en triangle. On va, c'est simple, se fier au triangle. Il donnera la réponse. Au moins, l'analyse technique, elle donnera la réponse. Là, on est en plein dedans, donc on peut continuer de jouer les oscillations. On voit bien qu'un 36-40 est support, un 38 est un niveau qui a un certain rôle. Et le triangle, c'est donc cette ligne de tendance haussière. Si je projette là actuellement la ligne de tendance, enfin la partie haute du triangle, ça passe à 1,39. Est-ce qu'on peut remonter à 1,39? Peut-être du fait du dollar US. Pourquoi pas? Mais il y a quand même ce niveau intermédiaire à 1,3813. En tout cas, remonter à 1,3813 sur le court terme, là c'est envisageable. Oui, donc pour le DAX, je vous ai expliqué donc que le problème vient de l'Eurex. Alors, Laurent R, à propos de la UD-USD. Alors, la UD-USD, je comprends qu'il vous intéresse parce qu'on est dans des starting blocks. Le problème, c'est qu'on est dans des starting blocks, on peut faire un faux départ. Pour l'instant, je n'ai pas l'information. Mais parmi toutes les clôtures D1, donc journalières sur le FX, eh ben, alors ça fait 2 semaines que chaque jour sur la UD-USD, je vous dis, ça m'intéresse pas, c'est le chaos, j'y vois rien, à part 0,70. Et là, je sens que quelque chose se prépare. On dépasse 0,72, on prend 180 pips, on échoue et on retombe à 0,70. La forme de la bougie journalière donnera la réponse. C'est ça la force de l'analyse technique. La bougie japonaise donne une réponse lorsqu'elle se forme à proximité d'un seuil technique majeur. Donc les 0,72 de la UD-USD, les 1946 du SP500 sont deux graphiques qui m'intéressent énormément pour vous proposer des stratégies sur la semaine. Après, forcément, celui qui m'intéresse le plus, ça reste le SP500. Je sais pas, moi, s'il va y avoir un double bottom. Aucune idée. On verra ce soir. Alors, vous souhaitez avoir mon opinion sur le gold. Laissez-moi juste ouvrir ma disposition graphique sur les matières premières. Et j'en parle. Alors ça charge, la voici. Alors déjà, Lucas Oil. Alors attention, le chandelier des 1 de l'US Oil, il y a eu un changement de contrat sur le CFD. Donc ne tenez pas compte de ce grand corps sur l'US Oil, il n'y a pas de sens. C'est le changement de contrat. Vous pouvez pas là dire qu'il y a un marabouzou sur l'US Oil. Ce chandelier n'existe pas en fait. C'est juste le changement de contrat. Regardez Lucas Oil. On est dans la même phase que la fin de semaine dernière. Le pétrole s'est stabilisé grâce au gel de la production. Donc vous constatez que le gel de la production permet au prix de se stabiliser, mais ce que dit aussi le marché, c'est que pour vraiment rebondir, il faut plus. Donc le pétrole reste dans une phase d'attente. Lucas Oil et les fameux 36,20 $, les plus bas de la crise financière de 2008, brisés le 6 janvier. Le marché remonte, mais là il fait un rouge. Alors, la question que vous vous posez sur le gold. Alors l'once d'or, y a-t-il un risque de réintégrer et de rebasculer sous les 1190 $? C'est possible. Là je suis en données journalières. En l'état, là le chandelier journalier n'est pas utilisable parce qu'il n'a pas sa forme définitive. On aura peut-être une énorme mèche basse ce soir. J'avoue, c'est pas parti pour. Parce que le dollar US se renforce à court terme.
Si j'avais le pouvoir, j'adore répéter ça, si je pouvais arrêter maintenant le chandelier D1 du XAUUSD, il y a une cassure de RSI. La ligne de tendance haussière qui guide le RSI depuis le 18 novembre, potentiellement serait en train de céder, ce qui mécaniquement menacerait le métal jaune et pourrait le faire basculer sous 1191. Mais pour l'instant, on n'a pas la clôture. Donc pour l'instant, l'once d'or continue de former un range au-dessus des 1190. Ce qui est certain, c'est qu'à court terme, je pense qu'on va revenir tester les 1190. Et là, ce sera décisif. Donc le métal jaune souffre du renforcement du dollar US, mais uniquement à court terme. Parce qu'imaginez, si ce soir le SP500 échoue sous 1946, avec une grosse mèche haute, et qu'en Europe, en D1, on fasse des mauvaises clôtures, autant vous dire que le gold tiendra les 1190. Donc ce que peut dire pour l'instant en intraday, c'est qu'il va probablement revenir tester les 1190, un niveau de prix qui peut agir à nouveau favorablement. Mais à court terme, voilà, je pense qu'on va revenir le tester. Je me demande tout de même si on n'a pas une ligne de tendance. Et à court terme, on teste ça. Alors voilà, ça c'est vraiment de l'intraday hein, pour le rythme de marché. On a cette petite ligne de tendance haussière qui tient là sur le gold, qui permet de comprendre pourquoi on se stabilise sur 1200. Elle vient renforcer les 1200. Est-ce qu'on peut envisager une stratégie sur 1200 ? Bon, vu le momentum, je me méfierais. C'est un niveau intermédiaire, 1200. Et le big one, c'est 1190. Alors pourquoi c'est important pour le gold là aussi d'attendre, de constater ce que fera Wall Street à la clôture ce soir, c'est parce que dans les 15% de hausse de l'once d'or depuis le début de l'année, il y a eu à la fois la version au risque et un peu la première quinzaine du mois de février qui a vu le dollar US baisser. Donc dans l'équation, il y a ces deux facteurs, quoi. Voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Ça fait 38 minutes. Merci d'avoir été attentif. Prochaine émission à 13 h avec Sylvain, 13 h des traders. Moi, je vous retrouve pour l'ouverture de Wall Street à 15 h 15. On reparlera assez largement, donc on en saura davantage déjà dès l'ouverture, voir si il y a une avancée sur le SP500, si on attaque vraiment la ligne de coup ou pas. On reparlera largement du dollar US, c'est lui qui drivera les paires majeures cette semaine. Voilà, ce sera une semaine importante. Et puis donc les stratégies de trading sur les paires majeures, comme d'habitude. Merci à tous et à tout à l'heure. Et au passage, ce soir à 18 h, le webinaire pédagogique, il est sur les bandes de Bollinger. Un indicateur important pour déterminer, pour étudier la volatilité du marché, la volatilité réalisée, et notamment les phases de compression qui annoncent derrière des explosions. Par exemple, on pourrait chercher à mettre sur l'USD CAD les bandes de Bollinger, sachant qu'on comprime entre des lignes chartistes. Je ne serais pas surpris de voir ces bandes de Bollinger actuellement en train de se resserrer, et il y a une façon de voir lorsqu'elles sont prêtes à s'écarter. C'est quelque chose qu'on vous montrera ce soir à 18 h. Merci à tous et à tout à l'heure.